Donc nous allons traiter secondairement du lymphodème du membre supérieur et nous allons appeler le professeur Burat-Rivière qui est chef de service de médecine vasculaire au CHU de Toulouse. Alors merci beaucoup et merci pour m'avoir invité à parler de lymphodème en présence du pape du lymphodème qui est Stéphane Vigne. Donc on va voir rapidement dans les minutes qui vont suivre le lymphodème secondaire du membre supérieur, quelles sont les mesures de prévention car le traitement sera fait successivement. Donc le lymphodème secondaire du membre sup, c'est le plus fréquent. Comme ça a été dit, le lymphodème primaire, ça atteint plutôt le membre inférieur. Et de loin, il s'agit quand même d'une maladie rare, comme ça a été déjà souligné. Donc au niveau des membres supérieurs, c'est plutôt un lymphodème secondaire qu'on a. C'est un lymphodème généralement unilatéral et qui est lié, comme tous les lymphodèmes secondaires, soit à une destruction ou à une obstruction des ganglions ou des vaisseaux lymphatiques. Alors, qu'est-ce qui peut créer ça? Au niveau du membre sup, je dirais, il n'y a pas photo, c'est le cancer qui donne dans la plupart des cas lymphodème secondaire en France. Cancer du sein, mais aussi les lymphomes, cancer de la thyroïde, il y a quelques cas décrits. C'est lié à quoi? C'est lié à l'invasion de la part du cancer, mais surtout, bien sûr, au traitement du cancer, notamment la chirurgie, donc bien sûr avec la dissection axillaire et la radiothérapie comme ça a été déjà décrit. Les infections, il y avait la question tout à l'heure, la filariose, quand on regarde en littérature, dans les pays endémiques, c'est la première cause de lymphodème. C'est vrai qu'en France, on n'en voit pas beaucoup. Pour avoir fait des séjours dans le sud-est asiatique, c'est sûr que ce n'est pas la même population et on a beaucoup plus de filariose, mais toujours au membre inférieur. Moi, je n'ai jamais vu de lymphodème au membre sup lié à une filariose. On peut avoir aussi des lymphodèmes liés à des pathologies rhumatismales. C'est quelque chose de rare, c'est surtout l'arthrite rhumatoïde qui peut donner ça. Et après, bien sûr, dans le cadre d'un cancer, il faut toujours, quand on a un œdème du bras, exclure les autres causes de lymphodème. Ça a été rappelé, les causes d'œdème systémiques. Il ne faut pas oublier, en cours de cancer, la stase veineuse, qui peut être secondaire à une thrombose, mais aussi à un rétrécissement veineux dû à la radiothérapie, à des compressions cutanées, des pathologies cutanées, des défilés. Alors, le traitement, le lymphodème secondaire au cancer du sein, c'est le plus commun en France, avec des statistiques qui sont variables. On dit que c'est 13 à 28% après dissection et curage axillaire, et moins si on a biopsie du ganglion sentinelle. Mais ça reste quand même la biopsie du ganglion sentinelle, ça peut être parfois à l'origine de ce lymphodème secondaire, mais bien sûr, sans rien en commun avec la technique qui consiste vraiment à évincer les ganglions du creux axillaire. Et là, vous voyez les courbes qui montrent, ici c'est une publication de cette année, qui nous montre en fonction du critère qui est pris pour définir le lymphodème, est-ce que c'est une différence de plus de 2 cm du membre contralatéral, voilà la fréquence de ce lymphodème, si c'est plus de 200 ml de volume, voilà, c'est ça. Ou alors si c'est plus de 10% du membre contralatéral. C'est-à-dire que même dans la définition du lymphodème du membre supérieur, toutes les études ne vont pas dans le même sens. Et donc, en fonction de comment vous évaluez la présence de lymphodème, vous n'avez pas la même fréquence, la même incidence de la pathologie. Alors, ça se manifeste comment? Comment est-ce qu'une femme, notamment, qui vient d'être opérée d'un cancer du sein, la première chose, ça fait pas mal, ça a été rappelé tout à l'heure, mais ça commence souvent avec une lourdeur, une pesanteur qui ne doit pas être sous-estimée, qui est décrite souvent, et s'accompagne à un œdème qui initialement est intermittent. Donc on a vu tout à l'heure, le lymphodème, ce n'est pas que de la lymphe, c'est vraiment du tissu fibreux, du tissu adipeux, mais initialement, vous pouvez avoir un œdème intermittent, comme ça a été dit, qui n'a pas vraiment les caractéristiques du signe de Stemmer et tout ça. Donc il ne faut pas sous-estimer la plainte et l'appel à l'aide des patientes qui nous signalent des modifications cutanées ou de lourdeur, de pesanteur au niveau de ce bras, avec une caractéristique qui peut commencer parfois au niveau du bras et après s'étendre à la main. C'est-à-dire que si l'oncologue va examiner la patiente avant consultation avec les manches longues et voit la main, elle est bien, ça va, oui, il n'y a pas de lymphodème, et le lymphodème peut être plus en haut souvent dans ce cas-là et après, en deuxième temps, s'étendre au niveau de la main. Ce qui est important dans le cancer du sein, c'est que souvent, ce lymphodème s'associe à une pathologie de l'épaule qui est liée à une capsulite rétractive post-radique, parfois des lésions du nerf thoraco-brachial et du grand dentelé qui font un peu tomber l'épaule. Donc vous avez
plus de ganglions, et en plus vous avez l'épaule qui tombe et qui écrase un peu le retour veineux avec la radiothérapie qu'on y rajoute dessus, qui rétrécit les veines, les artères aussi, et les lymphatiques. Donc vous avez tout ce qui est réuni pour créer ce lymphodème derrière. Alors, la clinique, vous voyez ici, l'œdème du bras, là aussi, avec une main qui est relativement préservée, mais très haut. Et là aussi, c'est le bras avec la main, on ne le voit pas trop à ce niveau-là, à ce stade-là. Alors, les complications, je dirais que c'est les complications de tous les lymphodèmes, des complications particulières au niveau du membre sup, c'est les complications rhumatologiques et neurologiques. C'est-à-dire que vous avez le poids du bras, que, en plus que tous les traitements que ces femmes ont subis ou qu'elles ont bénéficié, duquel ont bénéficié, on a le poids du bras qui atteint de l'ymphœdème. Donc avec une arthrite scapulomérale, on avait parlé tout à l'heure de la capsulite, et en plus le poids du membre qui empêche ça. Bien sûr, les complications infectieuses qui sont toujours présentes à notre esprit quand on examine ces patientes, donc lymphangite, les résipelles, le risque des résipelles multiplié fois 70, donc risque fois 70, de mycose, plus rare les complications néoplasiques. Alors, je n'ai pas assez de temps pour développer ce qui est pour moi la complication principale, qui est l'atteinte psychologique et l'handicap fonctionnel, avec un retentissement majeur sur la vie de ces femmes, lié à cette déformation physique qu'elles ont à subir, et en plus l'atteinte fonctionnelle. Alors, est-ce qu'il y a des facteurs de risque qui nous font dire j'ai 2 femmes qui vont être opérées, laquelle va développer le lymphœdème? Est-ce qu'il y a des choses, quand on traite un cancer du sein, est-ce qu'on peut quelque part prévoir ce qui va se passer? En partie, mais pas complètement. Bien sûr, si on fait un curage ganglionnaire axillaire, il y a beaucoup plus de lymphœdème que si on explore le ganglion sentinelle. Si on fait une radiothérapie externe notamment, mais aussi il y a un critère qui est important, c'est l'obésité. Donc un IMC supérieur à 30 kg par mètre carré donne un risque 3-4 fois plus de développer un lymphœdème. Ça, c'est avant l'intervention, mais aussi les fluctuations de poids après l'intervention. Une fluctuation de 4 kg seulement, déjà vous augmente le risque de lymphœdème successivement. Il y a autre chose qui joue, probablement, c'est les chimiothérapies. Il y a parfois des chimiothérapies adjuvantes qui ont été mises en jeu, qui ont été mis un peu sur le banc des accusés par rapport au développement du lymphœdème, notamment les taxanes. Et le fait de ne pas avoir de reconstruction mammaire, aussi, ça fait partie des risques de développer un lymphœdème. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire? Parce que la question posée pour le topo, c'était comment on peut le prévenir? Comment on peut le prévenir? Alors, en littérature, on trouve toutes sortes de recommandations. Quand vous allez dans vos services ou quand vous êtes passé dans les services à l'hôpital quand on était plus jeune, il ne faut surtout pas toucher au bras. Donc, pas de vaccination, pas de ponction, pas de prise de tension, pas de vêtements serrés, pas de voyage en avion, pas de température extrême, pas de sauna, pas de montagne. En fait, il n'y a rien de tout ça qui a été validé. Il n'y a rien de tout ça qui a été démontré comme important. J'ai mis en aparté les prises de sang et les injections, car même s'il n'y a pas de différence significative, il y avait sur les études, je ne vous montre pas tout bien évidemment, mais il y avait une tendance à faire un petit peu plus de lymphœdème, mais aucune de ces situations ne paraît aggraver la prédisposition qu'on a vue tout à l'heure à faire du lymphœdème. Donc on veut prendre la pression au bras de la patiente, vous pouvez la prendre même à gauche. Il y a des fois où on n'a jamais pris la pression de l'autre bras, même quand on a une sténose radique, on ne sait pas quel est le retentissement de l'autre côté, au niveau artériel. Alors, bien sûr, il y a un lien entre l'IMC et le lymphœdème, comme on avait tout à l'heure, donc il faut limiter ER, la prise de poids après le traitement, après la chirurgie du cancer, après la chimiothérapie. Attention, parce que ça joue beaucoup sur le développement du lymphœdème. Par contre, il n'y a pas de preuve que la perte de poids successive à l'intervention réduise le lymphœdème. Mais on a vu tout à l'heure, il y a cette problématique de adipocyte dans le lymphœdème qui est importante. Et en plus, le tissu adipeux, c'est un tissu endocrine qui sécrète des hormones. Et donc là aussi, par rapport à cette prise de poids, c'est important. Alors, est-ce qu'il faut dire aux patientes, ne bougez pas, n'utilisez pas le bras, ne soulevez pas les poids, etc. Alors, pas seulement elles peuvent faire ce qu'elles souhaitent, mais elles doivent faire. Elles doivent faire de l'exercice. Il faut les encourager à récupérer déjà la mobilité de l'épaule, comme on disait tout à l'heure que c'est un facteur fortement aggravant, la musculature du bras. Il faut les encourager à faire
dès l'exercice. Donc il y a pas mal d'études, il y a plusieurs études qui ont démontré comment l'exercice améliore les performances physiques, le bien-être aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, psychique de ces femmes, ce qui est extrêmement important. Donc il est recommandé de faire de l'exercice. Vous voyez ici Avirose. Avirose, c'est un groupe qui promue les activités physiques, notamment avec le membre supérieur, chez des femmes qui ont été opérées d'un cancer du sein. Et nous, notre équipe participe à tout ça. En tout cas, pas de complications inutiles dans la vie des patientes. Si on veut les aider à porter les courses, ça, pourquoi pas. Mais le sport, oui, de l'haltérophilie même, tout à fait favorable à ce type d'activité. Donc, pas de limitation quotidienne. Autre mesure, bien sûr, la rééducation de l'épaule. Donc, les kinés, là, ils ont un rôle à jouer important. Pas tellement pour le drainage lymphatique qui ne servent à rien dans ce contexte, isolé, mais plutôt pour réhabiliter, récupérer la mobilité de l'épaule à laquelle on peut associer le drainage manuel, là il y a une étude, et aussi le massage de la cicatrice, donc ça évite la fibrose et ça permet de récupérer une mobilité, une fonctionnalité du membre qui est majeure. Après, il y a d'autres techniques qui apparaissent, comme par exemple prélever le ganglion sentinelle au lieu qu'au creux axillaire au bras, qui pourrait diminuer ultérieurement la survenue de l'lymphœdème. Alors, en conclusion, la cause plus fréquente du lymphœdème du membre supérieur est le cancer du sein, en tout cas à nos latitudes. Il est possible d'identifier des sujets à risque, notamment par rapport au traitement qu'ils reçoivent et le poids. La prévention est basée sur le contrôle pondéral et le maintien d'une mobilité de l'articulation scapulo-humérale. Et voilà, donc je remercie mon équipe de formidables médecins, kinés, diététiciennes qui s'occupent des femmes avec un lymphœdème à Toulouse. Merci beaucoup. Merci Alessandra. Alors donc on a déjà une question sur WhatsApp, donc je te la livre. Y a-t-il des mesures de prévention d'apparition du lymphœdème secondaire, notamment chez les femmes qui vont être opérées, etc. Qui doivent être opérées. Alors, bien sûr, malheureusement, beaucoup reposent sur le type de traitement qu'elles vont avoir. Donc, en amont, plus saine, comme toujours en médecine, plus saine on arrive au moment de l'intervention chirurgicale, mieux ça va se passer. Bien sûr, éviter tout ce qui est la prise de poids, arriver dans un état musculaire et global le plus fit, je dirais, possible, performant possible, mais on n'a pas en amont, par exemple, de mettre un manchon ou de faire des drainages pour éviter que ça vienne le lymphœdème, c'est pas utile ça. Donc, et en post-op ? En post-opératoire, comme je disais, tout ce qui est cutané, je dirais seul, notamment les drainages, ne sont pas efficaces. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît, dans la salle ? Non, pas de questions, tout est clair. Je pense qu'il faut retenir, c'est que le lymphœdème secondaire après cancer du sein, ça existe toujours, parce qu'on entend des tas de trucs, on les lit dans les revues grand public, ça n'existe plus, mais non, c'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord, c'est à peu près stable. Ah oui, ça existe toujours. Oui, ça existe toujours. Que, voilà. C'est même, je dirais que la majorité de la population qu'on voit actuellement dans les centres de lymphologie, sauf peut-être quelques centres qui font des pathologies extrêmement rares, c'est ce type de lymphœdème, c'est énorme. Alors j'ai une autre question. Est-ce que l'on peut faire une fistule artério-veineuse pour hémodialyse ? Attends. Dans le bras, est-ce qu'on peut faire une fistule artério-veineuse du côté de la chirurgie du cancer du sein ? Et même question s'il existe un lymphœdème. Bon, là je n'irai pas chercher les ennuis. Non. Voilà. Mais s'il n'y a pas de lymphœdème. S'il n'y a pas de lymphœdème, oui. S'il n'y a pas de lymphœdème, oui. Mais bon, en même temps, il faut penser que quand on met en charge un système vasculaire, si de l'autre côté, il y a la veine et le bras qui le permet, alors ça serait vraiment de lui en vouloir à cette patiente pour aller faire en plus la fistule du même côté. Il vaut mieux éviter. Philippe Nicolini. Oui, juste une chose qu'il faudrait diffuser, là, tu as dit, là, l'histoire de la prise de tension sur le bras, il y a lymphœdème, ça nous pourrit la vie en quotidien. C'est donné dans les écoles d'infirmières. La prise de sang, on peut encore discuter parce que ça peut être une source de thrombose, d'infection, c'est surajouté. Mais je veux dire, la prise de tension, c'est... Mais c'est vrai que vis-à-vis du lymphœdème, il y a beaucoup de fausses vérités. Il y a des trucs qui se colportent en permanence, et pas la tension, et pas ci, et pas ça. Mais je pense que c'est à nous, aux centres qui prennent en charge ces patients, de faire cette éducation et cette communication surtout. Et c'est en plus un peu culpabiliser les patientes.
C'est-à-dire que le fait, qu'est-ce que j'ai fait de mal, donc quelque part on a l'impression que ça va retomber sur elle, même la responsabilité d'avoir un lymphodème successivement. Donc non, il faut pas... Bien, merci. Donc on va continuer.